bonjour Monsieur Hanselet. Bonjour Monsieur Casasnovas. Je prends quelques distances là parce qu'on va aborder un sujet qui fait de moi un pestiféré si je semble collaborer aux idées que tu vas présenter. On va parler aujourd'hui de vaccins. Je le dis d'emblée, je replace le contexte. Nous sommes dans le cadre d'une série qui s'appelle « Comment en sommes-nous arrivés là et comment en sortir ?» Cette série elle a démarré d'abord par un grand plongeon historique, très intéressant d'ailleurs, dans lequel on a pu se retrouver face au mystère tous les deux et se tenir droit face au mystère et ne pas vouloir résoudre ce mystère obligatoirement, mais en même temps constater des éléments qui sont factuels par rapport à la primauté par exemple bactérienne dans le développement du monde tel qu'on le connaît actuellement, en tout cas des espèces vivantes telles qu'on les connaît actuellement, et voir un petit peu comment apparaît l'humain là-dedans et quelles sont les caractéristiques spécifiques de l'humain, qui sont plutôt des caractéristiques, on va dire, de faiblesse, voilà, il n'a pas grand-chose pour lui, et ça explique aussi un certain mode de développement de l'humain. On a balayé l'histoire et on est arrivé quasiment jusqu'au 19e siècle, avec des sauts assez rapides sur certaines périodes. On a montré que ces sauts rapides étaient aussi liés au fait que le développement technique humain avait suivi une courbe exponentielle et qu'au début, il allait très progressivement, que par contre, à partir du 18e siècle, il y avait une forme d'emballement. On s'est arrêté vers l'épisode 5 au 19e siècle, dans une espèce pas de conflit, parce qu'en fait à l'époque il n'y a pas eu de conflit entre Pasteur et Béchamp, puisque Béchamp a été juste effacé, oui. Effacé totalement. C'est-à-dire qu'il y a une approche qui est proposée, une hypothèse qui est proposée par Pasteur, une hypothèse qui a été très rapidement dans l'histoire, et encore plus actuellement balayée parce qu'elle ne tient pas la route sur de nombreux points, et qui malgré tout continue à prévaloir parce qu'elle a été promue comme modèle du vivant, un modèle basé sur une prédation, une compétition permanente, une guerre contre le vivant, en partant de principes de base, la stérilité du milieu intérieur dont on sait que c'est totalement faux, des principes de contagiosité aussi qu'on a discuté dans l'épisode précédent et qui sont plus que questionnables, en tout cas qui ne peuvent en aucun cas expliquer la complexité des phénomènes qui sont observés à l'échelle du vivant et on ne peut absolument pas réduire toutes les questions qu'on a abordées dans les épisodes précédents à une question de contagiosité. Enfin voilà, autant de dogmes qui ont été invalidés d'une certaine manière. Et à côté de ça, une approche de Béchamp qui a été complètement mise sous le couvert, qui avait pourtant le mérite d'essayer d'apporter une autre hypothèse qui pouvait peut-être coller un peu mieux à la réalité, qui a été complètement effacée. Et à ce point-là de l'histoire, tu m'as proposé de faire un petit arrêt en 3 actes, on va dire d'une certaine manière, pour vraiment définir profondément certains termes qui sont récurrents dans notre histoire, surtout quand on s'intéresse aux questions de santé, et qui sont rarement discutés. On a parlé des relations dans le vivant, très intéressant, dans lequel tu nous as montré que finalement, entre prédation, la caricature pasteurienne d'un côté de la prédation, le côté symbiotique dans lequel tout le monde est gentil et tout le monde coopère, en fait il y avait un gradient de possibilités et de variabilité qui était extraordinaire. Ensuite on a fait un arrêt du côté des épidémies dans l'épisode précédent, dans lequel tu as montré avec brio qu'il y avait quand même beaucoup de problèmes avec cette histoire du microbe qui est responsable de tout dans les épidémies et qu'il y avait certainement beaucoup d'autres choses à observer et que malheureusement on ne les observait jamais. Et aujourd'hui, notre 3e petit arrêt, avant de reprendre notre course de l'histoire, elle a un nom, elle s'appelle vaccin. Vaccinologie, on a dit. Vaccinologie. C'est-à-dire on le définit comme une science, quand il y a logie, embryologie, anthropologie, oui. C'est l'étude d'eux, c'est le savoir à propos d'eux. Et en fait, on va voir que voilà, c'est totalement empirique en fait, oui. Comme démarche, et pas du tout scientifique. Sans tenir compte du tout des principes de précaution élémentaire. D'accord. Donc vaccinologie aujourd'hui. En disant qu'on appelle cet épisode comme ça, mais évidemment on va parler de la vaccination, peut-être l'origine. Oui, j'aimerais bien. Et puis le développement, et puis où est-ce qu'on en est arrivé aujourd'hui dans ce principe-là. Oui, parce que quand on pose la question comment en sommes-nous arrivés là, cela, il parle de nos conditions de vie actuelles, il parle quand même de cet événement majeur, parce que ça en était un, sociétal, hallucinant, sans commune mesure et sans historique derrière, qui a été tout ce qui a été créé autour du Covid et donc de la vaccination qui allait, avec toutes les mesures restrictives, coercitives pour imposer la vaccination. Par la donc, peur, oui, comme d'habitude. Voilà, le là, ça définit tout ça. Donc effectivement, le vaccin,
la vaccinologie est au centre de cette équation. Parce qu'on a justifié énormément de privation de liberté, de coercition, de mesures uniques dans l'histoire moderne. Et très liberticides. Très liberticides, qui n'avaient jamais apparu en France, en tout cas dans l'histoire récente de la France, avec un suivisme global quand même de la population proprement hallucinant, même en traînant les pieds, quand même, globalement, ça a quand même bien marché, même si à côté de ça aussi, il y a eu une réaction, toujours pareil, qui a été à la hauteur de la violence de ce qui a été imposé. Mais voilà, c'est un événement majeur, un événement malheureusement dont certains pressentent que ça a été juste une répétition. Et donc c'est intéressant de questionner ce qui s'est passé, parce que maintenant avec le recul, avec 2-3 ans de recul, il y a de plus en plus de voix discordantes qui s'élèvent, malheureusement qui ne se sont pas élevées à l'époque, mais bon, il y en avait peu qui s'élevaient à l'époque, maintenant il y en a plus, tant mieux, et qui disent, attendez, c'était pas ce qu'on nous a promis, et les conséquences n'ont pas été non plus du tout celles qu'on nous a promis. Disons qu'il y a aussi le fait, on va y revenir à tout ça, parce qu'on parle de vaccinologie, mais on parle, bon tout ça, tu sais que je l'ai expliqué à fond dans mon bouquin, donc on va juste faire... Mais en fait, entre les premières vaccinations, avec l'origine du mot vaccination, la vaccine. On est fin 18e. Hein. Oui. Et en fait, on va évoluer à travers... la vaccinologie va évoluer avec des vaccins qui seront différents des uns des autres au fil du temps, et pour aboutir aux injections contre le Covid, qu'on ne peut même plus appeler des vaccins. Oui, c'est ça d'ailleurs qui est fabuleux en termes de perversion. C'est cette façon de garder un nom que l'on croit connaître, mais pour cacher des réalités absolument opposées, totalement différentes. Très différentes. Et donc c'est un peu ça qui est intéressant aussi, parce que je pense que la plupart des personnes, et c'est normal, hein, tout le monde n'est pas biologiste, tout le monde n'est pas microbiologiste, ou généticien, ou immunologiste, des spécialités, d'ailleurs des spécialités avec très peu de communication malheureusement, hein, pour faire des synthèses, mais les gens ne sont pas habilités à comprendre en fait de quoi il s'agit, tu vois. Donc l'étude de l'histoire de la vaccination depuis Jenner, donc fin 18e, nous permet de voir une évolution, une utilisation du vaccin dans le déni des causes réelles des maladies infectieuses et des... Oui, CF la vidéo précédente. Ouais, CF la vidéo précédente, c'est-à-dire qu'en fait il y a des causes anthropiques, et un déni complet du moindre principe de précaution et des effets secondaires. Les effets secondaires. Alors si tu veux, les effets secondaires, on l'avait vu aussi rapidement, ça peut être à court terme, très court terme, ça peut être à moyen terme, mais ça peut être à long terme. Et je pense qu'avec, derrière nous, on va dire quoi ? On va dire 150 ans quand même de vaccination. Après, il y a eu des obligations vaccinales, etc. On a du recul. On a du recul. On a des lanceurs d'alerte. Mais encore faut-il les voir et vouloir les voir. Écouter. Oui, mais encore faut-il les vouloir, les ce percevoir. sont de vrais lanceurs d'alerte. Il y a des gens qui ont dit, ben non. D'ailleurs, la vaccination n'a pas fait l'unanimité au départ, hein, du tout, du temps de Pasteur. Hein. Les médecins étaient très réticents. Voilà. Donc il y a toute une histoire à raconter avec des épisodes très divers, mais il n'y a jamais eu de remise en question. Alors en fait, moi ce qui m'intéresse, on peut, tu vois, reprendre rapidement l'histoire de la vaccination, depuis le docteur Jenner, qui est un médecin anglais. Mais parallèlement à ça, il me semble que ça serait intéressant de voir que jamais les solutions alternatives à la vaccination n'ont été considérées. Jamais. Alors, le mode de prévention des maladies infectieuses, c'est la vaccination. Voilà, alors déjà, j'aimerais bien qu'on commence par ça. La vaccination, quand on parle vaccination, il y a souvent un mot qui est associé au terme de vaccination, c'est immunité vaccinale. Oui. Et moi, cette association, elle me fait faire des bonds à 3 km. J'aimerais bien qu'on parle d'immunité, qu'on parle de vaccin, et qu'on voit s'il est légitime d'associer ces deux mots tels que c'est fait actuellement, et voilà, de mélanger un petit peu tout. Je pense qu'il faudra qu'on aborde, tu verras, qu'on évoque quelque chose qui n'est pas très connu non plus, qui est la bioélectronique de Louis-Claude Vincent, qui a démontré, si tu veux, mais ça là on va un peu vite, qu'en fait, ce que fait une vaccination, beaucoup de remèdes, c'est modifier le terrain. Oui, un déplacement. C'est-à-dire, et je vais le dire là de manière assez rapide, et il faudra y revenir parce que c'est quand même assez complexe. De manière rapide, ça veut dire que pour éviter une hypothétique maladie infectieuse qui te rendrait malade, voire qui te tuerait, mais hypothétique, on est bien d'accord, on va modifier le terrain biologique. Et le dégrader. Dans le sens d'une dégradation. Mais même, tu vois, même si on dit que ce n'est pas dans le sens d'une dégradation, le simple fait de le modifier, donc l'acte vaccinal, oui, tu vas devenir peut-être réfractaire à ce microbe-là, peut-être. Allez, on l'admet, parce qu'on a modifié le terrain.
mais tu vas aller par exemple à un terrain de maladie mentale, de cancer, de maladie cardiovasculaire, etc. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ça, c'est que la bioélectronique, Vincent a décrit 3 paramètres qui sont mesurés, etc., et qui définissent selon leur variation des types de maladies. Donc le Vincent, c'est pas récent non plus quand même, tu vois, voilà. Et donc, on évoque le fait que vacciner, c'est juste modifier le terrain et non pas développer une vraie immunité par rapport au monde microbien qui ne serait pas... Et là, bon, puisque tu me demandes de placer des mots, plaçons-les, après on y reviendra. L'immunité, pour moi, le système immunitaire... Parlons-en de ce système immunitaire. N'est pas un système de défense. Alors, tu sais, je pose des choses des fois comme ça, qu'il faut justifier, mais c'est surtout pour réfléchir, même si moi j'en suis persuadé. Ce n'est pas un système de défense, c'est un système de communication. Donc c'est un des systèmes, via le microbiote intestinal, c'est le microbiote qui nous habite et qui nous constitue, c'est établir un dialogue avec le monde microbien, et se maintenir en équilibre avec lui et avec tout notre environnement bien sûr, voire même être adapté au fil du temps par des transferts d'informations, via pour certaines personnes des maladies. Par exemple, maladie inflammatoire, l'hyperthermie, ça il faudrait en parler aussi, enfin, le merveilleux mécanisme de l'hyperthermie. Ou de la fièvre. Et qui permet de réguler le développement microbien. Donc voilà, via des crises comme ça, qui sont des crises éliminatoires, des crises existentielles comme les maladies infantiles, on s'adapte au fil du temps. Mais ce qu'il faut voir, c'est que plus on va dégrader l'environnement, dégradation anthropique, plus vont nous être demandées des adaptations via le monde microbien qui peuvent potentiellement aussi nous rendre malades. Donc c'est très complexe. Alors, j'allais dire, moi j'ai un ami là, Jacques Antonin, qui lui parle du système identitaire. Il dit le système immunitaire, c'est aussi un système identitaire, au sens où, bien finalement, dans cette communication, on définit qui nous sommes dans cette communication et cette intégration d'informations. En tout cas, je trouve ça intéressant parce que c'est une façon de vraiment battre en brèche cette vision d'une espèce de rempart. Tu vois, alors, puisque tu parles de rempart, mais je vais revenir à l'histoire d'identitaire. Oui. Moi, ce que j'avais noté en sous-titre par rapport à la vaccinologie, si tu veux, pour moi, c'est un conflit de territoire. Et quand je le dis comme ça, j'ai en arrière-pensée qu'un conflit de territoire, si tu veux, va générer des pathologies particulières. Hein, à la fois pendant le conflit et dans l'assujettissement du conflit. On a un conflit de territoire, puisqu'on ne veut pas être envahi comme un pays qui serait envahi par un ennemi, etc. On ne veut pas accueillir des micro-organismes, donc on a un conflit de territoire avec eux. Voilà. Et j'ai appelé ça, la vaccination, une stratégie de l'évitement. C'est-à-dire qu'on ne veut plus communiquer, on ne veut plus rencontrer le monde microbien, alors qu'il est partout, mais ça on l'a dit 107 fois. On ne veut plus le rencontrer, on ne veut plus être pénétré par lui, on ne veut plus recevoir d'informations de lui, et on fait tout pour s'en couper. C'est vraiment une stratégie de l'évitement. Et donc éviter aussi, bien sûr, des maladies sans leur donner leur vrai sens. On a vu ça aussi, individuel et collectif. Donc voilà, pour ça que j'appelle ça une stratégie de l'évitement, et parce qu'il est encore question de relation. Oui. Hein, comme dans notre vidéo. Toujours question de relation. De toute façon, notre relation au monde microbien n'est qu'une question de relation, n'est qu'une histoire de relation. Le système immunitaire est un système de communication et d'information. Alors, je ne veux pas remettre en question le terme là, mais je vais avoir du mal avec un système identitaire, parce que pour moi, je me pose beaucoup de questions sur la notion de l'identité, du fait que nous sommes, chacun d'entre nous, je crois qu'on a déjà défini ce mot des holobiontes, c'est-à-dire nous sommes constitués, nous sommes une confédération de 10 000 milliards de cellules, 100 000 milliards de microbes, en perpétuel renouvellement. Oui, si tu définis l'identité comme quelque chose de fixe, effectivement, ça ne marche pas. Mais moi, je pense, et en tout cas j'entends la notion d'identité comme quelque chose qui est en perpétuel mouvement et redéfinition. C'est quelque chose qui n'est pas fixé. Notre identité n'est pas fixée. Parce que c'est quelque chose qui fixe un peu. D'accord, ok, bon, j'entends. Identité une fois pour toutes, tu vois. Oui, alors c'est pas comme ça que je l'ai entendu, je pense pas que c'est comme ça que c'est exprimé, mais je crois que c'était bien qu'on fasse le... Oui, mais c'est très bien, parce que ça permet de soulever ce point. Justement. Ouais. Alors, est-ce qu'on doit commencer par une présentation du système immunitaire? Pourquoi pas? L'idée, c'est que de toute façon, il faut quand même dire qu'au XIXe siècle, et nous l'avons déjà dit, on ne connaît rien du système immunitaire. Voilà. Comme on ne sait rien de la génétique, etc. C'est vraiment des balbutiements. Donc, et on va rentrer dans la microbiologie avec la découverte des microbes, mais on ne sait pas ce qu'il y a en face, en fait. Et donc, en fait, ça peut expliquer aussi que, au départ, et à mon avis depuis toujours, la vaccination est un acte empirique. Qui procède par essai, par erreur, ça on va le voir. Hein, voilà. Parce que l'idée qu'il y a un système qui est dévolu, pour moi, pas la défense,
de l'identité ou quoi que ce soit, mais à la communication. Donc qui gère cette porosité-là, mais j'ai bien dit via le microbiote, c'est-à-dire que ce n'est pas non plus l'accueil de n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on dialogue. Il y a, quand on reçoit des antigènes étrangers, notamment microbiens, on dialogue. On n'est pas dans un système qui va tout accueillir comme ça. Voilà. Donc il y a des choses qui peuvent être rejetées, d'autres qui peuvent être intégrées, acquises. Oui, il y a un système de sélection et de communication. Oui, et on en garde mémoire. Un peu comme quand tu rencontres un ami dans la rue, cet ami commence à te parler, te proposer sa vision du monde. Il y a des choses que tu vas retenir, que tu vas intégrer parce que ça te parle. Puis il y en a d'autres, tu dis non, en fait, ça ne me parle pas. Je peux l'entendre, mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne me parle pas, ça ne correspond pas à ma conception. Et ça, c'est médiatisé très, très classiquement par le système immunitaire. Oui. Voilà. Qui est un système de communication, mais je voudrais insister sur le fait, parce que c'est une réalité essentielle, c'est que le microbiote participe énormément à l'immunité, dans le sens d'une médiation entre les antigènes qui viennent de l'extérieur, champignons, bactéries, virus, tout ce que tu veux, ça peut être des antigènes végétaux ou animaux aussi, ça va passer par le microbiote, d'où le danger de l'injection directe à travers la peau, entre parenthèses, c'est un viol. Ah ben, moi, dans ma série sur les vaccins, je disais il ne faut pas confondre injection et ingestion. C'est deux choses complètement différentes. Ça devrait passer par les muqueuses. Ben, ça passe par les muqueuses, donc... Sauf, bien sûr, on va te dire, oui, mais tu vois bien, les piqûres de puces, les piqûres de moustiques, ça transmet des maladies aussi. Ça n'a rien à voir. Avec une injection, on verra de quoi. Bon. Et donc, il y a une médiation qui fait que le système immunitaire va prendre acte de la rencontre, la mémoriser, notamment sous forme d'anticorps. Mais il y a des tas de supports de mémoire qu'on ignore complètement. Protéiques, ADN, ARN bien sûr, voilà, donc tout un tas de supports de mémoire. On garde la mémoire de la rencontre. Éventuellement, on va intégrer l'information, qui peut être une information qui peut être intégrée même au niveau de notre génome. Voilà. Et c'est pour ça que dans notre vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais bien, parce que je ne me souviens pas si on en a parlé suffisamment, répéter que notre génome est constitué de génomes microbiens en endosymbiose depuis très longtemps. Voilà. Donc rajouter quelque chose, sortir quelque chose, c'est tout à fait possible. Oui, et d'ailleurs, moi ça m'a toujours semblé parfaitement logique que le microbiote joue un rôle essentiel dans cette fonction de communication, étant donné qu'il s'agit de communiquer avec des bactéries, des champignons, avec des microbes. Donc c'est des microbes déjà présents. Niveau, oui. Mais en fait, tu as quelqu'un qui arrive dans un lieu où il y a déjà des habitants, et les habitants communiquent avec cette personne et lui disent écoute, t'es le bienvenu, ou non là pour l'instant on va attendre un petit peu parce que là il y a des trucs on aimerait bien savoir un peu plus sur toi et ainsi de suite. Mais c'est eux qui peuvent l'analyser. Donc ce n'est qu'une histoire de microbes entre eux. Bien évidemment. C'est qu'une histoire de microbes entre eux. Et c'est pour ça que c'est pour moi, je veux dire, quand j'ai vu des chercheurs qui disaient voilà, 70% de notre système immunitaire est bactérien, 90% est bactérien, moi j'avais tendance à dire 100% de notre système immunitaire est bactérien, parce que c'est d'abord et avant tout eux qui jouent cette fonction. Ils jouent cette fonction de médiation, ils vont informer l'holobionte. Et après il va y avoir le reste qui va découler. Donc on va avoir des cellules spécialisées, on peut décrire le système immunitaire, lymphocytes, production d'anticorps, etc. Et puis même, il y a même des glandes, la rate, le thymus, qui sont impliquées dans cette relation. Alors, si tu veux, la définition de l'immunité, c'est faire la part entre le soi et le non-soi. Je veux bien garder ces définitions très classiques. Même ça. Mais voilà, j'aime pas quand ça va vers quelque chose qui va se fixer, le moi, tu vois, l'identité. Mais même, tu vois, quand on dit le non-soi, moi, tout ce qui est dans cet environnement-là, que je vois, que je perçois chaque jour, que je sens, que je respire, est-ce que c'est vraiment du non-soi ? Ou est-ce que c'est une partie de moi-même ? En tout cas, si ça n'était pas là, on serait mal quand même. Moi, souvent, quand on me demande de me présenter, tu vois, je dis, je donne mon prénom, mon nom, parce que ce sont des identités sociales fixées et ainsi de suite. Et je dis, par exemple, je suis originaire de Catalogne. Et je dis, c'est important pour moi, parce que je suis né dans un pays de vent, je suis né dans un pays de sécheresse, où les arbres sont petits et rabougris, où ceci et cela, et ça me définit beaucoup plus pour moi que mon prénom, parce que c'est dans cet environnement que j'ai parcouru les montagnes, que je me suis nourri, et cet environnement, il est moi d'une certaine manière. Si je m'étais développé dans les forêts de la Creuse, par exemple, je ne serais pas du tout la même personne, j'aurais même peut-être pas du tout le même visage, enfin, il y aurait plein de paramètres qui auraient changé. Et je trouve que c'est vraiment important. Donc même cette définition, cette césure franche entre le soi et le non-soi, moi ça ne me parle pas. Ça ne me parle pas plus que ça. Ça n'a pas de sens. Parce que c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a beaucoup de peuples où on change de nom au fil de la vie, en fonction de ce qu'on fait. Oui. Voilà.
Et donc c'est quelque chose que même cette identité nommée comme ça, elle change, tout change. Donc en fait, voilà, non mais ça, ce flux du vivant, on l'avait perçu, bien sûr qu'on n'est pas du tout déconnecté de... et donc voilà, dans ces termes-là, j'essaie d'éviter le fait que les gens pensent que c'est quelque chose qui va se fixer. Oui, exactement. Qui est on bloqué. doit aller chercher à l'intérieur de nous, et puis une fois qu'on a trouvé notre identité, c'est ailleurs, on se cale là-dessus, on bouge plus. Un flux, toujours un flux. Donc en fait, c'est le système immunitaire, donc je crois qu'on peut pour l'instant s'arrêter là. C'est-à-dire que oui, il y a des cellules, il y a des organes qui sont dévolus à recevoir cette information qui a transité par notre microbiote et qui va être mémorisée, sachant que, je le répète, ça peut aller jusqu'à l'intégration dans notre génome sans maladie. Attention, sans maladie. Là, on ne parle pas de maladie pour l'instant. Donc, on en fait un système de protection, c'est un système relationnel, puisque tout est relation, ça on l'a vu. Donc, comment on a pu, si tu veux, à partir de quoi et de quand et de quel événement historique on a dérivé, en fait. Ou du moins, on a raconté un récit, on a un récit qui est un récit qui pourrait être aussi revisité, transformé, pour comprendre les questions qu'on se pose depuis le début. Pourquoi on en est arrivé là, et pourquoi on en est arrivé là dans notre relation au monde microbien. Donc, on pourrait revenir, si tu veux, à une époque où il n'y avait aucune connaissance du système immunitaire. Simplement, on voyait des gens mourir dans des maladies qu'il ne faut pas appeler infectieuses, là. On ne savait pas. On mourait, donc c'est dramatique. Beaucoup de morts, des mortalités très jeunes, des épidémies, des choses terrifiantes. Et un jour, il y a un médecin anglais, donc le docteur Jenner, à la fin du 18e, qui fait une observation empirique. C'est important ça. C'est-à-dire qu'il observe que les vachères et les vachers qui traient les vaches, qui ont des pustules sur les mamelles qu'on a appelées, je ne sais pas à quel moment on a donné le nom, mais ça s'appelle la vaccine, c'est un virus très anodin. Très anodin, c'est-à-dire ça fait des petites pustules sur les mamelles et voilà. Et donc les vachères et les vachers traient les vaches, ils ont via des petites plaies sur les mains, etc., ils ont forcément un contact avec ce virus avec cette matière. anodin. Mais à l'époque, il ne sait pas que c'est un virus. Il génère, mais c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est hallucinant. Comment il arrive à... C'est un empirique, c'est un homme de terrain, un médecin. Il y a une dimension de l'intuition là-dedans, mais oui, c'est pas possible. Mais comme méchant, c'est un médecin avec beaucoup d'intuition, etc. Pour arriver à faire une telle corrélation... Ah ouais, c'est de l'observation. C'est l'observation. Et il observe que ces vachères et ces vachers n'attrapent jamais la variole, qui est une maladie à l'époque. Il y a eu des épidémies de variole depuis fort longtemps, et c'est une maladie excessivement invalidante, je crois qu'on en a déjà parlé, qui peut, avec des troubles neurologiques, tu peux devenir fou, etc., la cécité. Et là, donc c'est la petite vérole avec le marquage. Oui, on avait dit que c'était très embêtant, particulièrement pour les classes bourgeoises, parce que finalement ça faisait perdre de la valeur aux filles à marier ou aux héritiers. Ça peut tuer un héritier, etc. Voilà. Donc il y avait quand même une sensibilisation. Pourquoi on dit ça ? Bien sûr, c'est une manière de dire que tout le monde était égal face à ça, mais c'est pas que ça. C'est que si on commence à s'intéresser à ces choses-là, parce que ça emmerde les bourgeois, quoi. Si ça n'avait pas emmerdé les élites, si c'était juste le peuple qui était crevé, ils en auraient, à mon avis, rien eu à foutre. Donc, à partir du moment où ça les touche eux, donc ça les impacte, ça va pas. Et donc Jenner fait cette observation-là, et comme c'est un homme de terrain, avec certainement un génie quelque part, très empirique, etc., il va prélever le liquide, la sérosité qu'il y a dans les pustules des vaches, et il va commencer à l'injecter à des gens sains. Il l'injectait ? Alors il faisait des scarifications. D'accord, c'est ça. Il le mettait en contact. En fait, il reproduisait ce qui semblait se passer pour les mains des vachers. Oui, c'était des scarifications. Je pense qu'au fil du temps, après, quand la méthode est devenue c'est généralisé, parce que ça s'est généralisé très très vite, la méthode de Jenner. Je pense qu'il y a eu aussi des injections. Donc, et c'est pas forcé que ça soit toujours bien passé quand même. Voilà. Mais l'histoire dit qu'il avait découvert donc, la vaccine des bovins, donc vaccination. Donc on vaccinait les gens, on les mettait en contact avec ce virus anodin, et c'est le seul exemple, c'est là qu'il faut insister lourdement, quoi. C'est le seul exemple, unique exemple historique, où un virus sauvage, non atténué, on va revenir sur ces mots-là, virus sauvage non atténué, donc totalement anodin pour l'humain, va le protéger contre une maladie mortelle. Donc c'est quand même énorme, quoi. Je veux dire, t'imagines, ça fait le buzz, quoi. C'est un scoop énorme, et à l'époque ça va faire le buzz, donc ça se répand très vite, mais dans le monde. On va vacciner partout. Après, il y a eu différentes méthodes, parce qu'on n'avait pas des vaches à vacciner partout, donc on vaccinait de bras à bras, tu vois, je veux dire, de l'un à l'autre, on transmettait les... Voilà. Ah, c'était l'époque héroïque, hein. Oui,
Oui, et en fait, donc, on provoquait peut-être chez certains une petite forme. Je ne dis pas que c'était complètement jamais asymptomatique, tu vois, mais ça protégeait contre la variole. Et en fait, après, ceux qui suivent, dans le livre, j'explique que Pasteur n'a pas inventé grand-chose, hein, il a pillé tous ceux autour de lui qui faisaient des découvertes au niveau microbiote, notamment des vétérinaires d'ailleurs. Et donc il avait autour de lui des gens qui faisaient des recherches, etc. Et on va généraliser la méthode de la vaccination, sauf qu'au début ça ne marche pas du tout. C'est-à-dire on provoque des morts. Quand tu dis généraliser, c'est-à-dire l'appliquer à d'autres situations. D'autres situations pathologiques. On pense à la rage quand même, hein, tout de suite. Mais pas en prenant de la vaccine. Non. En prenant en allant chercher, si tu veux, dans les liquides physiologiques infectés, chez des malades, ça peut être dans des abcès, dans des pustules, etc. On prend ce liquide physiologique dont on ignore encore à peu près ce qu'il y a dedans. Hein. Parce que n'oublions pas l'empirisme. Jenner n'a jamais dit qu'il y avait un virus qui s'appelait la vaccine dans ce sérosité-là. Lui, il constate que la sérosité. Oui, alors comment est-ce qu'on extrapole ça Alors on extrapole en prenant des liquides pathologiques, sauf que là, si tu fais ça sur des gens mal nourris, en immunodépression, tu vas avoir une population qui va déclencher des formes graves, évidemment, puisque pour l'instant, c'est du pur qu'on transmet. Oui. Voilà. Et donc on va déclencher des maladies graves, beaucoup de mortalité, donc quand même on va pas s'en vanter. Et donc, notamment avec la rage, et ça j'aime bien raconter. Bon, il est tellement célèbre grâce à la rage, Pasteur, que c'est important de noter que pour montrer ce que c'est que l'empirisme, sans aucune connaissance en fait, sans aucun recul. Donc, Pasteur enrageait des lapins. Les lapins, ensuite, ils prélevaient le système nerveux central, le cervelet des lapins qui étaient morts de la rage. Ils le broyaient et ils l'injectaient. Alors, on ignore et on ignorera toujours le nombre de morts. Parce que, tu te rappelles quand on parlait des Corvilles dans notre toute première vidéo à l'époque, il y en avait beaucoup de Corvilles à recruter. Hein. Donc, je ne sais pas si tu te souviens le travail qu'on a fait avec les Corvilles, tous les enfants des rues, de Grégoire Chamaillou, c'est un bouquin super, où il explique, si tu veux, que Pasteur et les autres, hein, Pasteur n'est pas plus monstrueux que quiconque, mais ce sont des bourgeois, c'est une élite. Dehors, on a des mendiants, on a des orphelins dans les orphelinats, on a des pauvres, on a des prostituées, on a des fous dans les asiles. Et on va chercher ces gens-là pour faire des expérimentations. Donc tu veux que ces gens-là disparaissent. Oui, t'imagines à l'époque, il n'y a aucun registre, il n'y a aucun recensement. Et puis c'est des Corvilles, de toute façon, ils n'ont pas tellement d'importance. Et puis il y a eu quand même des bugs, dans le sens qu'il y a eu quand même des paysans, des choses comme ça, où il y a des enfants qui sont morts, il y a eu des plaintes qui n'ont jamais été évidemment suivies. Et donc Pasteur et ses collaborateurs, j'ai tendance à dire ses collaborateurs, mais bon, ça c'est ma perception de l'homme Pasteur, qui est l'homme qu'on va mettre en avant. C'est-à-dire dont on va faire la géographie, ça va devenir un personnage charismatique, représentant, si tu veux, quelque chose, alors qu'il y avait beaucoup de monde autour. Hein. Oui. Parce que Pasteur, à l'âge c'est l'image médiatique, 48 ans, je crois, il a fait un AVC, il était très handicapé. Hein, il pouvait pas faire. Oui, donc il ne devait pas faire grand-chose au niveau des manipulations. Il était quasiment hémiplégique. D'accord. Mais très jeune, hein, avant 48 ans, c'est avant la découverte des microbes. Donc, tu vois, en fait, je me demande même si on ne lui a pas attribué des choses qui étaient faites par une équipe, tu sais, ce qu'on appellerait un nègre concernant l'écriture, tu sais. Voilà. Et donc, ils vont avoir l'idée d'atténuer. Ils disent, voilà, si on injecte un virus, une bactérie vivante, chez beaucoup de gens qui sont, n'oublions pas, des Corvilles, donc des gens qui sont mal nourris, qui sont dans la misère la plus totale, et donc qui sont dans un état d'immunodépression, donc ça meurt. Voilà. On va atténuer. Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? L'idée, c'est de garder le côté immunogène, c'est-à-dire le fait qu'en prévention, en injectant ce micro-organisme, en prévention, on protège contre une maladie sauvage. Oui, on apprend au corps, finalement. On éduque le corps, système immunitaire qu'on ignore encore, on éduque le corps, et donc il va être protégé contre la maladie sauvage quand elle va survenir. Et donc on va atténuer, c'est-à-dire qu'on veut garder le caractère immunogène et supprimer la pathogénicité. Alors là, vas-y, quoi. Oui. C'est pas possible, en fait. Surtout qu'on le fait de façon complètement empirique. Donc, si on... Alors, on atténue ou on tue la bactérie ou le virus. Alors, tuer un virus, il faudra m'expliquer quand même. Donc, on tue ou on atténue par la chaleur, par l'acide phénique, tout un tas de moyens comme ça.
Et puis on s'aperçoit que ça ne marche pas si bien que ça. C'est-à-dire que quand on perd de la pathogénicité, on perd de l'immunogénicité aussi. Donc c'est moins immunogène. Et donc qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont commencer à inclure, à côté de ces bactéries, etc., atténuées ou tuées, parce qu'il y avait des vaccins à virus ou à bactéries atténuées, tuées, etc., ce qu'on a appelé les adjuvants de l'immunité. Et aujourd'hui, ils sont là pour faire réagir le système immunitaire. Alors oui, exactement, pour faire réagir le système immunitaire. Et tu vas voir, on va arriver très très vite à la bioélectronique, Vincent. Et là, il se passe quelque chose. Alors attends, les adjuvants de l'immunité, et il y en a encore dans certains vaccins, c'est de l'aluminium, c'est du mercure, c'est du formol, c'est des choses, si tu veux, et on appelle ça des adjuvants de l'immunité. C'est-à-dire, on est en train de dire... Qui sont ouvertement toxiques pour le corps humain. Complètement. Et on est en train de dire, si tu veux, la conclusion c'est, on ne sait pas atténuer la pathogénicité et conserver le caractère immunogène. En fait, on ne le sait pas le faire. Donc, on va rajouter des adjuvants de l'immunité et ça marche. Alors, oui, mais ça marche. Attention, ça marche. Il semblerait qu'on est arrivé, on dit qu'on a éradiqué la variole de la planète. Bon, elle existe encore dans les laboratoires P4, mais qu'on a éradiqué la variole grâce à la vaccination. Bien sûr, la poliomyélite. Et ce sont des exemples emblématiques. Moi, on m'a dit 107 fois par rapport à mes idées sur les vaccins, oui, mais moi j'ai connu l'époque des gens qui avaient la polio et tout ça, et grâce aux vaccins. Donc, jusque-là, tu vois, finalement, on n'a pas grand-chose à dire. On a évité des maladies graves, très invalidantes, qui rendaient les gens infirmes grâce à la vaccination. Et puis après viennent, si tu veux, des notions, notamment la bioélectronique, Vincent, qui va expliquer que, en fait, on a simplement modifié le terrain. Donc le virus de la polio, par exemple, qui est un entérovirus à la base, un virus qui vient de l'intestin, la polio, toutes ces maladies-là ne vont pas se développer sur ce terrain-là. Mais qu'est-ce qu'on va voir au fil du temps? Et c'est là qu'il faut avoir le recul du temps quand même. On va voir se développer des nouvelles pathologies, soit infectieuses. On a des émergences de micro-organismes. Il y a plein de maladies dites infectieuses contre lesquelles on n'a jamais fait de vaccin. Pourquoi? C'est pas parce qu'on n'a pas essayé, c'est que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc en fait, c'est quoi une déviation de terrain? On l'a expliqué, je crois qu'on l'a expliqué un petit peu dans le précédent épisode. Non, on l'a expliqué au début. C'était au tout début. C'est-à-dire que le terrain est modifié, donc équilibre acido-basique, potentiel redox, là on rentre dans des choses assez compliquées. Et ce terrain... Donc l'équilibre acido-basique, le potentiel redox, c'est des moyens de mesurer, d'évaluer la nature. Dans les liquides du corps. Le sang, la lymphe, l'urine, la salive, on mesure des paramètres bioélectroniques, c'est-à-dire le pH, c'est pour ça que je parlais d'acidité de base. Oui. Ouais. Le pH, le redox, c'est-à-dire le côté riche en électrons, réducteur, pauvre en électrons oxydés, et la résistivité, qui est une résistance au passage du courant électrique. Bref, c'est assez compliqué quand même. Louis-Claude Vincent démontre les paramètres normaux qui concerne une personne en bonne santé, et va définir des cadrans en fait autour, selon la déviation vers l'acidité, vers l'alcalinité, vers l'oxydation, vers la réduction. Il définit une zone de bonne santé, et il va définir plein de zones. Et alors, c'est intéressant de dire, moi je me suis intéressé à ces recherches-là, j'ai rencontré même des gens qui ont travaillé avec Louis-Claude Vincent. Ils n'étaient pas anti-vax au début. Ils se sont après posé des questions par rapport à la vaccination. Ils n'étaient pas anti-vax ces gens, du tout. Ils ont juste observé que quand tu modifiais le terrain, tu allais vers certains types de pathologies. Et moi, je prétends, pour avoir étudié tout ça, ok, tu n'attrapes pas telle ou telle maladie, quoique, tu n'attrapes pas telle ou telle maladie, mais on va voir se développer de manière globale des nouvelles maladies, qui peuvent être infectieuses d'ailleurs, avec des nouveaux micro-organismes, mais aussi des maladies dites de civilisation, comme les maladies mentales, notamment, certaines maladies virales, les cancérisations. Oui, donc dégradation profonde du terrain. Modification et dégradation profonde du terrain. Et Louis-Claude Vincent nous dit, alors lui, pareil, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout été écouté. Moi, j'ai rencontré une de ses collaboratrices avec laquelle il a collaboré toute sa vie. Il y a des bouquins. Jeanne Rousseau, que j'ai rencontrée personnellement, qui était une femme extraordinaire, une pharmacienne, qui n'était pas du tout pour les vaccins, pour ce genre de choses. Et en fait, ils vont montrer, eux, en dehors des vaccins, qu'en ramenant les gens par l'alimentation, le mode de vie, l'hygiène... La respiration aussi. Oui, tout ça, toutes les méthodes en fait, que tu prônes et que je prône aussi, on les ramène dans la zone de la bonne santé, tu n'es pas malade. On va dire, quand on est dans cette zone-là, on a une bonne immunité. Tu vois, tout ça, on peut faire des liens comme ça.
Mais ce qui va apparaître surtout, c'est que quand on va se dire, mais quand même, l'aluminium, le mercure, le formol, tout ce qu'on rajoute, tous ces adjuvants limités, ça ne fait que dévier le terrain sur d'autres pathologies qui sont bien plus graves en fait. Voilà. Oui, c'est un tour de passe-passe d'une certaine manière. C'est une illusion, c'est-à-dire qu'en fait, mais on ne peut pas s'en apercevoir au début. Au début, c'est la joie, c'est l'euphorie. Il y a des maladies qu'on a l'impression qu'on voit disparaître. Après, il y a eu des études qui ont montré que c'est beaucoup plus par l'amélioration de l'hygiène de vie. Je me souviens de la série de vidéos que j'ai faite que j'ai tournée avec Alex là, en 2018, dans lequel je passais vraiment beaucoup de temps sur cette histoire-là, dans lequel on montre qu'en fait, la plupart du temps, quand la vaccination apparaît pour une des grandes maladies spécifiques, la courbe est déjà dans une décélération. Exactement. Mais sauf que si tu prends une échelle de temps très très courte, tu vas voir, le moment où tu mets le vaccin, ça diminue. Ok, d'accord, mais est-ce que ça diminuait déjà avant? Oui, donc c'est pas le vaccin. Mais ça, c'est mis de côté. Ouais, c'est complètement mis de côté. Donc, tout ce qui ne correspond pas à la doxa, à l'idéologie, parce qu'on peut parler d'idéologie vaccinale. Hein. Oui. Du dogme. Et puis il y a une mauvaise foi, qui est flagrante. Tu vois, je te donne un exemple. Par exemple, tu parlais de l'aluminium dans les vaccins. Je me souviens, moi, dans cette série de vidéos, à un moment, je suis allé consulter le site de la ANSM, l'Agence nationale de santé et du médicament, dans lequel il y avait une page consacrée aux dangers des adjuvants. Il y a des gens qui disent que les adjuvants sont dangereux. Est-ce vrai? Donc, ils posaient la question et ils expliquaient ouvertement. Ils disaient, mais dans un vaccin, il y a tant de milligrammes ou de microgrammes d'aluminium. Or, chaque jour, dans votre eau de boisson, vous en assimilez 10 fois plus. Et là, je posais ouvertement la question, j'ai dit, est-ce qu'ils sont totalement cons ou est-ce qu'ils nous prennent pour des cons? Parce que entre de l'aluminium injecté, dans lequel effectivement, quand on t'injecte quelques microgrammes d'aluminium, tu les prends directement dans le sang, et les quelques milligrammes que tu vas avaler dans ton eau de boisson, mais qui eux vont au besoin être totalement éliminés par ton tube digestif, il y a une différence fondamentale. Au niveau d'une déviation du terrain bioélectronique, oui. Il n'y a pas de petite dose. Il n'y a pas de petite dose. C'est comme si on parlait d'information en fait. Et l'aluminium est excessivement toxique pour le système nerveux central. Et injecter de l'aluminium, c'est une catastrophe sur absolue. Des bébés. Oui. Attention, sur des bébés, sur des êtres totalement inaboutis, c'est-à-dire qui ont un système immunitaire totalement immature. Si tu veux, on parle d'immaturité, un enfant ça marche à tel âge, ça parle à tel âge. Bon, moi j'aime pas trop ça parce que chacun parle et marche quand il veut, c'est pas un problème, mais il y a quand même un âge moyen, et en fait, ils sont immatures. Et donc il y a une immaturité immunitaire. La maturité, si on peut parler de maturité hépatique, c'est à l'âge de 4 ans. Donc en fait, ça veut dire que l'enfant jeune, l'enfant nouveau-né est incapable de gérer ces informations-là. Incapable. C'est-à-dire que même moi qui ne suis pas trop pour les vaccins, pour dire un euphémisme, je dirais qu'injecter quelque chose qui concerne une seule maladie, et pas comme en ce moment, il y a combien de valences maintenant dans les vaccins, c'est monstrueux. On injecte des morceaux de micro-organismes, voilà. Une seule maladie, chez un individu adulte, dans une situation particulière. Sans adjuvant. Tu vois, je vais loin. Sans adjuvant. C'est pas du tout mon avis. Je dirais presque à la rigueur. Mais injecter dès la naissance à des enfants totalement immatures sur le plan immunitaire, des soupes, où on ne sait même plus ce qu'il y a dedans. Aujourd'hui, on va arriver aux injections Covid. C'est vraiment... Mais est-ce que les fabricants eux-mêmes ont un contrôle de ce qu'il y a dans leur dose? Parce qu'on sait que le monde viral a une évolution tellement rapide et des recombinaisons tellement rapides. Moi, je pose la question, sont-ils même au courant de ce qu'il y a? Ont-ils les moyens d'évaluer? Ils ne peuvent pas savoir ce qu'ils vont faire. Parce qu'en fait, tu parlais des virus. Bon, c'est intéressant parce qu'un virus n'est pas considéré comme vivant. Oui. Constitué d'une molécule organique, c'est une information qui circule, ARN ou ADN. Bon, qui s'associe à un organisme vivant. Qui transmet une information à un organisme. Donc, et ça peut venir de notre génome, enfin bref, ça c'est l'histoire des virus. Le virus n'étant pas réellement vivant, quand tu fais passer... Déjà, dire qu'on l'atténue ou qu'on le tue, toi la notion est ambiguë. Mais si tu considères qu'en faisant passer un virus soi-disant atténué sur des millions d'organismes, c'est-à-dire que ce virus, on est de l'ordre du nanomètre quand même, c'est très très petit. Dans un corps humain, c'est un monde, c'est un univers quand il rentre là-dedans. Il y a un monde fou là-dedans. Il va rencontrer plein de virus, de bactéries, de champignons, etc. Donc, on a de grandes chances d'avoir des recombinaisons, c'est ce que tu viens de dire. Donc, des mutants qui vont potentiellement, pas obligatoirement, potentiellement être beaucoup plus pathogènes et dangereux, parce qu'en plus, il y a eu quelque chose qui a été faussé dans la circulation normale. Donc, on va créer, pourquoi pas, des mutants infiniment plus dangereux. Tu vois, voilà. Parce que, donc c'est des apprentis sorciers. C'est totalement empirique en fait. On n'a aucune idée.
On n'a aucune idée. On observe simplement des gens qui meurent ou qui ne meurent pas, une baisse de mortalité, on attribue ça au vaccin. Et donc après, les vaccins, donc, on va généraliser ça, on va commencer à les mélanger. Et puis quand tu dis on observe des gens qui meurent ou qui ne meurent pas... non, qui ne meurent plus. Oui, on a éradiqué mais est-ce qu'on a une observation à moyen terme, à long terme? Parce qu'à court terme, on va peut-être voir des effets soi-disant bénéfiques, mais est-ce qu'il y a un suivi suffisant pour évaluer? Bien sûr que non. On parlera de la santé primale, j'espère tout à l'heure. Je voudrais vraiment rendre hommage à un homme avec lequel j'ai travaillé, que j'aime beaucoup, qui s'appelle le docteur Michel Houdan, qui a développé ce qu'il a appelé qui a parlé de ce qu'il appelle le système d'adaptation primale. Et ça, je voudrais vraiment en parler parce que c'est fondamental. Il faut lire Michel Houdan, quoi. Si on trouve encore les bouquins, parce que comme beaucoup de gens importants, des fois c'est pas toujours facile de trouver les bouquins. En fait, si tu veux, il y a des gens qui vont s'apercevoir, la bioélectronique de Vincent, mais qui vont faire des liens. Michel Houdan, qui n'avait absolument rien d'un anti-vax, il a fait de l'épidémiologie, donc on verra tout à l'heure, parce que je voudrais continuer avec les vaccins génétiques et compagnie, issus du génétique, je veux dire. Michel Houdan s'aperçoit à un moment donné qu'il fait des corrélations épidémiologiques entre, par exemple, des enfants qui ont été vaccinés à la naissance, qui ont reçu telle valence, et l'autisme, par exemple, ou l'asthme. Et statistiquement, c'est significatif. Si tu prends une population d'enfants non vaccinés, la prévalence de l'autisme ou de l'asthme s'effondre. Et puis bien d'autres choses. Toutes les dyslexies, les hyperactifs. On ne se pose pas la question de savoir si c'est d'origine vaccinale ou pas. Sauf que... Non seulement on ne se pose pas la question, et ceux qui osent se poser la question sont ostracisés, persécutés, poursuivis, détruits systématiquement. C'est vraiment une question qu'on ne peut pas poser si tu ne dis pas amen. Et c'est là où vraiment on est dans un dogme et une idéologie, parce que toute forme d'idéologie combat farouchement tout ce qui pourrait venir la questionner. Exactement. Donc on n'est pas dans la science, on n'est absolument pas dans la science. On est dans un empirisme qui a été récupéré par un système politico-économique, économico-social, hein, un système de pouvoir. On a parlé du biopouvoir de Michel Foucault, je veux dire, on est en plein dedans. Hein. C'est-à-dire, on prend possession des corps, et en fait, pour moi, ces injections, excuse-moi, mais c'est un viol, c'est une pénétration sans consentement, et sans aucune idée de ce qu'on injecte. Les gens qui sont injectés, ils ne savent pas ce qu'on leur injecte. Et en fait, on est dans une fois qu'avec toutes les vidéos qu'on a fait ensemble, on a vu que le système, le système microbien, oui, si on veut, on peut l'appeler comme ça, est un système excessivement complexe et qu'on ne sait pas ce qu'on fait. C'est vraiment des apprentis sorciers. Alors là, tu vois, on était sur des vaccins atténués, tués, adjuvants de l'immunité. Ça, c'est les vaccins, moi, que j'appelle les vaccins pasteuriens. Oui, les vaccins classiques. Classiques, exactement. Et puis un jour, on se dit, et ça ne marche pas vraiment bien, hein. On ne va même pas évoquer le déni total des effets secondaires, hein, avec tous les vaccins, à court, moyen, long terme. Mais d'ailleurs, excuse-moi l'expression, bon, non seulement ça ne marche pas très bien, mais à l'inverse, enfin, je veux dire, généralement, on est vacciné étant jeune, mais à l'âge adulte, il y a une très grande proportion de Français qui ne sont pas vaccinés. On ne fait pas les rappels parce qu'on l'oublie. Oui. Enfin, moi, la plupart des gens que j'ai interrogés autour de moi, même pas anti-vax, je leur dis mais quand est-ce que vous avez été vacciné? Quand j'étais à l'école, quoi. Mais après, c'est terminé. Moi, ça a été mon cas, j'ai été vacciné quand j'étais à l'école, puis après, c'est terminé. Et pour autant, on ne tombe pas malade. Pour autant, on ne développe pas ces formes graves. Ça veut dire qu'on survaccine les enfants. Ben oui, surtout ça veut dire qu'en fait, c'est pas parce qu'on n'est pas vacciné qu'on n'a pas d'immunité. C'est pas parce qu'on n'est pas vacciné qu'on... Non mais je veux dire, non parce que tel que c'est présenté actuellement, l'immunité est vaccinale. Enfin, je veux dire, je vois les tracts, les prospectus qui passent. Globalement, l'immunité primale, l'immunité naturelle, l'immunité des corps, d'un corps en santé, elle n'existe pas. Tu as bien vu dans l'épisode de Covid, enfin, qui a parlé de santé? Personne. Personne n'a parlé de santé, c'était vaccin, masque, vaccin, max. Puis là, on est, si tu veux, puis les médicaments qui ont été employés. Oui. Et ça, on pourra y revenir, je ne pense pas que ce soit le sujet, mais je veux dire, c'est même au niveau de ce qui était considéré comme alternatif en traitement et qui était prôné par des gens que j'admire beaucoup, hein, comme Raoult ou Fouché, pour moi, on n'est pas encore dans l'alternative quand même. Hein. Ah, on est complètement d'accord. Je connais ces remèdes-là et ils sont toxiques. Hein. Ah oui, désolé. Tous les gens. Alors, je dirais exactement la même chose. J'ai beaucoup de respect pour leur démarche et pour avoir osé ouvrir leur gueule. Mais moi, je suis désolé, quand on me présente ça comme un modèle, les gens qui se prosternent devant l'hydroxychloroquine et qui en font... C'est toxique, c'est hépatotoxique. Ah ouais, non, mais c'est terrible, Ah non, moi, c'est terrible, c'est une arnaque fondamentale, moi, pour moi, à ce niveau-là. Bon. Donc voilà, on est je suis content d'entendre ça, parce que des fois, je me fais mal voir dans certains milieux quand je dis ça, mais je dis non, on n'est pas encore dans la grande alternative. Quoi. Non, pas du tout, c'est juste un médicament. C'est moins pire, certainement, qu'une injection à choisir, c'est moins pire qu'une injection, parce qu'en plus, c'est une ingestion, donc c'est pas une injection, donc ça passe quand même par le filtre bactérien, donc
on est quand même un peu plus protégé de ça. Non, puis si avec un peu, soyons honnêtes, si avec une cure assez courte d'hydroxychloroquine ou de ce qu'ils ont fait à l'époque, là, enfin ce que prenait Raoult, Fouché, etc., on arrivait, on arrivait à sauver des gens de phase très grave de Covid, oui, pourquoi pas. Hein. Oui. Mais donc, on n'est pas dans la santé première. Non, on n'est pas dans la santé naturelle. Voilà, on n'est jamais dans la santé première. On est toujours dans la médecine, on est toujours dans le remède, et avec un remède qui a des effets secondaires certains. Même s'ils ne sont pas chers et tout, c'est pas une raison. Non, je sais bien. Je te remercie de le dire parce que c'est quelque chose que je dis depuis 3 ans et je suis effaré de voir certains milieux très alternatifs et pourtant très conscientisés par rapport au danger même des médicaments classiques. Et là, d'un seul coup... C'est le bonheur. Ah ouais, on se prend ce terme devant. Je dis, mais les mecs, c'est quoi cette histoire? Donc, merci, ça fait bien. Mais c'est pour montrer qu'il y a toujours possibilité de réfléchir plus loin. Et donc on va arriver, si tu veux, avec la biologie moléculaire, c'est-à-dire à partir du moment où on a accès au génome, tu vois, c'est-à-dire qu'on sait accéder au génome, que ce soit des génomes bactériens ou humains, les décodages du génome, etc. On va arriver, si tu veux, avec la biologie moléculaire, à aller manipuler le génome, bactérien ou viral, en se disant, bon, on injecte le truc entier avec des adjuvants limités, ça ne marche pas très bien, parce qu'ils le savent que ça marche pas. On en tue beaucoup. Oui, on savent que ça ne marche pas. Enfin, il ne faut pas déconner, il y a du commerce là derrière ou du biopouvoir, j'en sais rien, mais je ne pense pas qu'il soit voilà, innocent là-dessus. Et donc, on va commencer à manipuler. C'est-à-dire, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'utiliser que des morceaux. Oui, avoir que l'information, vraiment immunogène. Ouais. Tout en sachant pas trop ce que c'est. Oui, en espérant qu'on comprenne vraiment l'alpha et l'oméga de ce principe-là. Et le problème, c'est qu'on veut travailler sur quelque chose qu'on ne maîtrise vraiment pas. Puisque, je veux dire, la question, tu parlais du fait que le microbiote est certainement une part essentielle, voire la totalité de l'immunité. Le microbiote, il y a encore 50 ans, on n'en parlait quasiment pas. Donc, je veux dire, c'est quelque chose qui est sans cesse en évolution. Exactement. Et puis, en fait, mais en fait, c'est histoire d'apprentissage de manipuler les génomes. Bon. Donc, on va essayer d'extraire, si tu veux, quelque chose qui va, un antigène. Ça s'appelle un antigène. En général, un antigène, c'est une protéine. Donc, c'est quelque chose qui a été produit dans une cellule par ADN, ARN, protéines. Donc, c'est des protéines. On va essayer d'isoler quelque chose qui peut être un morceau d'ADN, un morceau d'ARN. On va en parler avec le vaccin Covid, hein, les ARNM quand même. Ou la protéine elle-même. Et on va essayer d'injecter que ça pour provoquer une réaction immunitaire, donc une formation d'anticorps. Alors déjà, il faut savoir que la production d'anticorps est tardive hein, dans une rencontre avec un micro-organisme. C'est avant tout des anticorps mémoire qui gardent mémoire de la rencontre et non pas des trucs qui vont sauter sur le premier microbe. Oui, mais parce qu'en fait, c'est d'abord un système de communication et non pas un système de défense. Moi, j'admets complètement qu'il y ait des anticorps neutralisants. J'admets ça. C'est une mémoire, c'est vrai, mais en même temps, oui, peut-être que quand il y a un micro-organisme qui passe les barrières, j'en sais rien. Il y a des anticorps qui vont les neutraliser, leur de dire, toi, écoute, on t'a déjà rencontré, on a l'info, on n'a plus besoin de toi. Tu vois. Bon, voilà, donc, comme on sait aujourd'hui, on n'arrête pas de se battre contre l'hyperthermie et les inflammations, alors que ce sont des systèmes de régulateurs. Régulateurs fondamentaux. L'hyperthermie, quand tu augmentes en température, tu régules le développement du microbe qui est en train de bosser, et quand tu arrives à une certaine température, le développement s'arrête. C'est comme s'il y avait un contremaître. Ouais, hyperthermie, je retraduis toujours, c'est la fièvre. C'est ce qu'on appelle communément la fièvre. Non, c'est pas la fièvre. C'est pas la fièvre. La fièvre est un syndrome, donc un ensemble de signes et de symptômes dans laquelle il y a l'hyperthermie, plus des frissons, de la suée, ça c'est la fièvre. Voilà. Oui, l'hyperthermie fait partie de la fièvre. Voilà. L'hyperthermie fait partie de la fièvre. Et moi je le sais, j'ai accès à l'information comme tout le monde, que c'est un mécanisme de régulation du développement microbien pour que le microbe qui est venu faire son boulot fasse son boulot, mais pas plus. Tu vois, voilà. Bon, après, voilà. Donc ça, c'est compliqué à expliquer. À partir du moment où on fait des vaccins génétiques, on est dans l'expérimentation totale. Hein. On ne sait pas du tout ce qu'on fait et où on va. Parce que le devenir d'un morceau d'ADN ou d'ARN ou une protéine comme ça, tu ne sais pas ce que ça va venir. Oui, mais c'est très marrant parce qu'en fait, on injecte de l'ARN en disant voilà, il ne peut pas y avoir de rétrotranscription, alors que depuis les années 80, on sait très bien, c'est les transcriptages inverses, c'est tous les travaux de Montagnier et ainsi de suite. Mais évidemment. Non mais c'est hallucinant de pouvoir tenir une posture aussi anti-science et de se prétendre de la science. Enfin, je veux dire, on est vraiment dans le dogme et dans la religiosité là pour le coup. Oui, c'est une religion laïque. Et le du scientisme. Et en fait, comme ils tiennent les médias, ils peuvent se permettre de mentir effrontément à la caméra, de nier les évidences scientifiques de l'époque
et de tenir bon leur position. C'est hallucinant. Donc c'est vraiment une question de pouvoir. On est dans le mensonge, on le sait, on est dans un mensonge. Mais tu sais, je me permets une petite remarque. Moi, souvent j'utilise cette anecdote pour montrer à quel point tout ça, c'est quand même une question de soumission à l'autorité médicale en particulier, à l'autorité de la blouse blanche. Je dis aux gens, imaginez, je veux dire, quand un médecin va injecter un petit bébé, vous n'avez aucune connaissance des produits qui sont injectés, vous n'avez pas les compétences pour juger de ce produit. Imaginons que dans la rue, il y a un mec qui débarque avec une seringue à la main, qui chope le bras de ton gamin pour le piquer. Qu'est-ce que tu fais? Putain, tu le vires et tu te barres. Enfin, c'est évident, tu te dis c'est quoi ce junkie qui veut piquer mon gamin? Mais si la personne a une blouse blanche, ben, aveuglément, mais je veux dire, c'est pas possible. Non seulement tu sais pas ce qu'il y a dedans, et la plupart d'entre nous n'avons pas les compétences pour évaluer la dangerosité, l'intérêt, la balance bénéfice-risque qu'il peut y avoir à ce produit-là. Et on ferme les yeux. Pour moi, c'est hallucinant de livrer ainsi, aveuglément, nos corps en pâture. Quand tu as je ne sais plus combien il y a de valences maintenant. Une valence, ça veut dire, si tu veux, une information maladie, oui. Une information micro-organisme, dans un vaccin qui est injecté à des enfants qui ont... Oui, il y a eu les tétravalents, maintenant les hexavalents. Non, mais on est bien au-delà de ça. Oui, on est sur 11 valences. 11, oui, 11, je pense que 11-12 valences. On est sur 11 valences sur des enfants immatures au niveau immunitaire, c'est-à-dire qu'on n'a aucune idée de ce que peuvent faire ces informations génétiques sur des enfants complètement immatures. On va sidérer leur système immunitaire en cours de maturation, on va provoquer des allergies, des maladies auto-immunes, des cancérisations. Pour moi, c'est une évidence. Oui. Puis c'est surtout nier qu'en fait, la rencontre naturelle avec un virus se fait par les voies mucosales, donc par les muqueuses de l'organisme, donc avec toute une donc cascade. Via le microbiote. Ouais, toute une cascade de réactions et de prise en compte de cette information, alors que là, on court-circuite complètement. Donc, complètement. C'est aberrant qu'on en soit encore là. Je veux dire, on a le recul maintenant, on a l'information, enfin voilà. Donc en fait, évidemment, c'est une aberration. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on va continuer à utiliser le nom de vaccin ou de vaccination, alors qu'on est sur des process, si tu veux, tout aussi empiriques quelque part, sans aucune idée des effets à court, moyen et long terme. Donc on est dans le même empirisme, dans le sens qu'on ne peut pas savoir ce que ça va devenir, et alors qu'on est très très loin même des vaccins pasteuriens. Et alors, on est très 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 loin de mais de la vaccine. Oui. De la vaccination, de la vraie vaccination, la seule, en fait. Donc en fait, on est dans... comme on l'a évoqué dans la vidéo précédente, dans l'épisode précédent, en fait, on n'a aucune idée de ce que ça va devenir, et surtout, on ne se pose aucune question. Il y a un déni que certaines pathologies, certaines déficiences pourraient être liées à ça. Parce qu'il y a un effet cumulatif. Toi, quand tu parlais de l'aluminium, je t'ai dit, moi, il n'y a pas de petite dose. Donc il y a une information qui est donnée qui va biaiser le système. Mais quand c'est renouvelé, tu as une accumulation. Puis on va te dire, mais un peu d'aluminium, c'est pas grave. Bon, les lobbyistes travaillent au niveau des politiques pour leur dire, mais non, mais on peut remonter un peu le seuil, ils peuvent en prendre un peu plus. Et donc on fait passer comme ça des trucs. Voilà. Ça c'est le lobbyisme, c'est très puissant, hein, de faire accepter des... Mais tu prends 1, 2, 10, 100, 200 polluants à petite dose, mais tu ne sais pas ce qu'ils vont devenir quand ils sont tous ensemble. Ah bah oui, c'est les travaux de Gilles-Éric Serralini là, sur l'effet cocktail, ce qu'il appelle l'effet cocktail, dans lequel il montrait que finalement on analysait les effets des pesticides sur le corps humain en prenant chaque pesticide isolément, mais il disait mais attention, à partir du moment où vous les mélangez, mais alors là les doses de pathogénicité, elles sont diminuées, et c'est hallucinant. Et il dit en fait, parce qu'en fait on ne teste pas ça sur du vivant, on teste ça toujours in vitro, donc dans des conditions qui ne sont pas les conditions réelles d'exposition à ces produits. Voilà, les perturbateurs endocriniens, enfin, voilà. Dont un des grands perturbateurs endocriniens, c'est le Doliprane, hein, que tout le monde prend à pleine bouche, à la moindre douleur, enfin il faut le savoir quand même. Parce que quand on dit perturbateur endocrinien, quand on dit une perturbation immunitaire, tu vois, par des survaccinations sur des enfants immatures, il faut bien comprendre, et ça va m'amener au système d'adaptation primale de Michel Audin, que en fait, quand tu perturbes un système à un certain niveau, tu perturbes tout le système. Parce que tout est lié. Évidemment. Donc il n'y a pas de perturbateurs endocriniens, il n'y a pas de perturbateurs immunitaires, il y a des perturbateurs neuro-endocrino-immunitaires. Voilà. Et là, ça définit ce que Michel Audin a appelé le système d'adaptation primale. C'est-à-dire, ce qu'il a posé, Michel, c'est que tout ce qui se passe d'important dans la vie, en fait, oui, la mise en place de la santé, je vais le dire comme ça plutôt, même si c'est des termes, il faudrait expliquer, mettre en place la santé, ça veut dire quoi? La mise en place de la santé se fait dans les toutes premières années de la vie. C'est la théorie de Michel Audin. Alors, Michel Audin est un médecin, à la base chirurgien,
et qui à une époque, à Pithiviers dans le Loiret, il n'y avait personne pour faire l'obstétrique. Oui, c'est ça. Moi, je le connais surtout pour son travail sur la naissance. Et il est devenu obstétricien, en fait. Et c'est lui qui est connu, même si les termes sont inexacts, pour ce qu'on a appelé la naissance sans violence. Oui. Dans la droite lignée, c'est comme un disciple, si tu veux, d'un homme extraordinaire dont il faut lire les livres aussi, il y a beaucoup de livres à lire, Frédéric Le Boyer. Oui, le docteur Le Boyer. Docteur Le Boyer. Et ces gens-là... Docteur Le Boyer qui avait beaucoup parlé du massage aussi, du massage des enfants. Oui, mais bien sûr, masser les enfants. Oui, j'ai son livre, moi, qui est magnifique, sur le massage en Inde. Avec les photos. Qui sont extraordinaires. C'est un ami qui me l'a offert. Et donc, c'est Michel Audin est un disciple de Frédéric Le Boyer. Et ce livre est extraordinaire. Et donc, Michel, il dit, voilà, la période importante de la vie, ça va de la fécondation, et même avant, le désir d'enfant, etc., la fécondation, la grossesse, naissance, petite enfance. Et lui, il va, dans ses écrits, il va jusqu'à 2 ans. Moi, j'aimais bien aller jusqu'à 6-7 ans pour englober les maladies infantiles. Et il dit, si ça se passe bien dans cette période-là, c'est-à-dire allaitement maternel, de l'amour entre les parents, bien entouré, de la bonne nourriture, contexte sain, des gens qui seraient sains, qui n'auraient pas peur, qui ne seraient pas dans la dette. Tu vois, je me permets de ramener des mots qu'on a utilisés déjà. On va avoir... espèce de vieil anarchiste. Un système qui va se mettre en place, que lui appelle le système d'adaptation primal. Primal voulant dire premier dans le temps et premier en importance. D'accord. Premier dans le temps et premier en importance. Et il va définir le système d'adaptation primale comme neuro-endocrino-immunitaire. Et moi, j'ai rajouté, quand j'ai parlé du système d'adaptation primale de Michel Audin, le système bactérien, que lui n'avait pas inclus. Donc, on a un système à 4 entrées comme ça. Quand tu agresses une partie du système, quelle qu'elle soit, tu agresses tout le système, tu déstabilises. Un perturbateur endocrinien est un perturbateur neuro-endocrino-immunitaire bactérien. Voilà. Donc, en fait, ça veut dire que dans une société soi-disant cultivée, qui va, si tu veux, dire mais les femmes, il faut qu'elles aillent travailler, elles n'allaitent plus, etc., où on va administrer, la naissance se fait dans des conditions d'une violence absolue, on va administrer des vaccins très tôt, on perturbe totalement, dès le départ, même dès la fécondation, à travers ce suivi très médicalisé des grossesses, on peut perturber. Attention, il est très prudent, Michel. Hein. C'est un obstétricien, il a suivi des femmes enceintes, il n'est pas complètement... il sait faire une césarienne s'il faut le faire, etc. Mais il dit, attention, on peut perturber gravement, si tu veux, la relation entre la mère et le fœtus, et puis après, à la naissance, etc., perturber l'attachement, etc. Et donc, il va s'apercevoir, parce qu'il fait des études épidémiologiques, en utilisant les données d'un pays qui garde une mémoire depuis des dizaines d'années de tout ce qui s'est passé au niveau de la naissance, qui est la Suède. Ils ont énormément d'informations là-dessus. Et il s'aperçoit, il fait donc, je répète, de l'épidémiologie, il fait des statistiques, il ne cherche pas à condamner quoi que ce soit, que les enfants qui ont subi tel ou tel traumatisme pendant la vie intra-utérine, à la naissance. C'est pour ça que lui, il a travaillé sur la naissance sans violence, qui est en fait la naissance physiologique. Et en fait, ce qui l'intéressait dans mes travaux à moi, c'est que, étant vétérinaire, je pouvais montrer qu'effectivement les femelles mammifères cherchent l'intimité pour mettre bas. Et lui, il voulait démontrer ça, que la femme a besoin d'intimité. C'est tous les bouquins d'Audin, la naissance sans violence. Donc ça, c'est une autre histoire, hein. C'est grandiose. Hein. Et d'ailleurs, ma fille est née dans son service, donc à Pithiviers, juste avant qu'il se barre en Angleterre en 85, parce qu'on l'emmerdait. Là-bas, il a repris les accouchements à la maison, etc. Donc, il a démontré que il y a plein de traumatismes possibles, mais il a démontré que la vaccination induisait des troubles. Et c'était statistiquement significatif, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup plus d'autisme, je l'ai dit déjà, tu sais, d'asthme, de maladies comme ça, chez les enfants survaccinés que chez les enfants. Donc moi, ce qui m'intéresse chez ces gens-là, c'est que c'est pas des super rebelles qui sont opposés au système et tout. C'est leur médecin. Oui, à un moment, il fait des constatations, il pose des questions. Oui. Et il se rend compte qu'à partir du moment où il pose des questions, il devient une bête noire. Voilà. Et donc le système d'adaptation primale, il faut bien retenir que ce qu'il a défini là, ce qu'il a théorisé, c'est qu'il y a une période dans la vie où se met en place le système qui permettra d'avoir une bonne santé. Tu vois, globalement. Hein. Après, bien sûr, la respiration, la nourriture, bien évidemment. Mais au départ, il y a une mise en place. Tu vois, et que si on perturbe cette... Donc,
moi je le redis, je l'ai dit dans mon bouquin, je le redirai toujours, je pense que, des fois j'aime bien avoir des mots un peu crus, parce que de toute façon je ne suis pas là non plus. Pour moi, la survaccination de masse des enfants très très jeunes, c'est quasiment un génocide, quoi. Oui, j'allais te dire, est-ce qu'on doit remettre en cause le dogme vaccinal? T'en as d'autres des questions comme ça? Je suis reporter pour PFLT. Monsieur Ancelet, dites-moi, faut-il remettre en cause Bien le sûr, dogme vaccinal? non, mais il faut remettre en cause tous les dogmes. À Déjà. partir du moment où ça s'appelle un dogme, Oui. il faut les remettre en cause. C'est-à-dire, Et puis il faut permettre le questionnement. C'est la base de la démarche scientifique, c'est le questionnement, tout azimut de tout. basé sur le principe de précaution. Ouais. Et surtout, quand on a accumulé au fil du temps des preuves qu'il y avait vraiment des problèmes. Donc là, tu te dis, une société qui pérennise un acte systématique, obligatoire, si tu n'as pas ça, tu ne peux pas aller à l'école, tu peux pas, voilà, et qui est un acte qui est reconnu par plein de médecins aujourd'hui comme un acte dangereux et générateur de pathologies, donc hautement pathogène. Je ne sais pas dans quel monde on vit là, quoi. Et donc évidemment, on va aller très vite vers des implications, notamment économiques. Mais pas que, pas que. Il faut relire les travaux de Michel Foucault sur le biopouvoir, c'est-à-dire qu'on prend le pouvoir sur les corps et on leur injecte des produits dangereux. Et bon, j'irais peut-être même jusqu'à dire aujourd'hui que de là, à un moment donné, à utiliser ces injections obligatoires, c'est intégré. On vaccine, c'est obligatoire pour aller à l'école, etc. Et se servir de cet acte-là pour injecter, va savoir quoi. Oui, bien sûr. Tu vois, voilà. C'est l'une Donc des voilà, questions qui a on en été soulevée arrive, pendant les injections Covid, bien évidemment, exactement. avec les Et, ARNM, mais pas que, le graphène. oui, avec le graphène, et avec des événements qui, effectivement, on ne peut rien affirmer, mais des événements qui sont surprenants. Par exemple, le surdéploiement des antennes 5G à ce moment-là. Comme par hasard. Voilà, comme par hasard, en pleine période de confinement. Tiens, donc, je veux dire, pour moi, c'est absolument sain de se poser la question. C'est-à-dire, se faire traiter de complotiste, abruti, parce que tu te poses la question. Non, attendez, les gars, on est en pleine période de confinement, on dit tout le monde doit rester chez soi, et il y a une espèce de moratoire qui fait qu'on peut poser des antennes 5G sans même demander son aval au maire de la commune. Excusez-moi, mais c'est surprenant. C'est surprenant, ça mérite quand même un peu plus d'investigation. Comprendre pourquoi à ce moment-là, pourquoi de cette façon-là, pourquoi est-ce qu'il y a du graphène dans les vaccins, quelle finalité ça joue. Enfin, dans son bouquin Les apprentis sorciers, Alexandra Henrion-Code, elle a dénoncé clairement les injections d'ARNM. C'est une généticienne spécialiste des ARN. Le monde ARN est un monde excessivement complexe, et on définit 3 types d'ARN, mais c'est un monde excessivement complexe qui est à la base de l'épigénétique pour moi. Et elle dit, mais attention, transcription inverse, on en a parlé tout à l'heure, donc possibilité pour ces ARN de redevenir de l'ADN et de s'inclure dans notre génome. Et là, on ne sait pas où on va. Là, on ne sait pas. On sait pas du tout où on va, bien sûr. C'est une mutation provoquée et on ne sait pas, elle peut être mortelle. Donc, est-ce qu'on n'est pas déjà dans une forme de transhumanisme? À partir du moment où on intègre de nouvelles données dans notre génome, des données qui ont été sélectionnées, qui ont été réfléchies. Ça peut être, attention, ça va plus loin, Thierry, c'est que ça peut être des ARN de synthèse. Oui, voilà, c'est ça. Ce qui a été réfléchi. Pas forcément sorti d'un micro-organisme. C'est pas une production naturelle, c'est pas une production du vivant pour le vivant, parce que moi je pars quand même du principe que le vivant produit pour le vivant, dans le sens du vivant la plupart du temps. Bien sûr. Et là, on est dans quelque chose qui a une finalité humaine, qui a été réfléchie, qui a été spécifiée, et effectivement qui va venir s'intégrer à notre génome. Donc c'est du transhumanisme. C'est du transhumanisme pur et dur. Et donc en fait, moi, tu parlais, j'avais quand même envie de dire ça par rapport à la 5G. Il y a eu des exemples de mortalité animale dans des zones, au moment du déploiement de la 5G. Dans des élevages, les animaux sont morts, quoi. Oui, et puis avec les abeilles et tout, on le sait. Oui, moi, ça, je l'ai plus le mesurer. Des orientations. Oui, mais à chaque déploiement d'une nouvelle génération, il y a des hécatombes chez les abeilles. La 3G, la 4G, la 5G, il y a des hécatombes chez les abeilles. Les abeilles en ce moment. Hein. Oui, qui sont très mal. Entre le frelon asiatique et compagnie. Et la vraie question, c'est est-on en droit de prendre ces faits-là et de poser la question et de mener une Alors tu démarche. vois, ce qui est intéressant dans cette vidéo, ce qu'on pose là, c'est que c'est même plus une dénonciation biologique, c'est-à-dire c'est plus une dénonciation d'un acte biologique qui a toujours été très empirique et bon, on pourrait maintenant se rendre compte que biologiquement on pourrait trouver d'autres moyens, tu vois, de pallier aux pathologies que la vaccination. Ça c'est une chose. Mais c'est surtout une interrogation qu'on doit se faire en tant qu'être, je ne sais pas comment dire, souverain, de se demander dans quel but est utilisée la vaccination aujourd'hui. Moi, je me pose vraiment la question parce que c'est pas possible qu'avec toutes les informations qu'on a aujourd'hui, Pasteur est mort en 1895. 1895. Voilà, oui, il est mort en 1895. Donc tu vois, on a eu le temps de réfléchir à tout ça, on a découvert le système immunitaire,
on est allé jusqu'à la biologie moléculaire, la capacité à manipuler des génomes et compagnie. On a beaucoup d'informations et on continue. Tu vois. Et ça, franchement, ça me pose un problème. Parce que ça veut dire qu'il y a franchement une volonté de manipuler une population, de la maintenir en servitude, pour moi, à travers des actes qui sont présentés comme des actes salvateurs. Et ça, c'est cette grande théorie qui dit échangez votre liberté contre la sécurité, mais c'est même plus de la liberté qu'on échange, c'est de la santé, c'est de l'autonomie, c'est la capacité de vivre en bon équilibre. C'est la suite de notre vie qu'on échange. Tout ça, voilà. Et dans quel but, j'en sais rien. Et là, je peux aller plus loin, mais je ne sais même pas si ça vaut le coup. C'est bien les points de suspension aussi, tu vois. Oui, c'est bien le point de suspension, parce que de toute façon, on ne sait pas quel est le but, on ne sait pas quel est le but. De toute façon, la survaccination d'enfants immatures est une hérésie totale. C'est une catastrophe. C'est un crime contre l'humanité. Moi, je le dis comme ça. La survaccination de masse des enfants est un crime contre l'humanité. Point barre. Eric, je te remercie beaucoup. Moi aussi, je te remercie. Monsieur Ancelet, Thierry Casasnovas pour BFM TV. On va, dans le prochain épisode, continuer notre petit avancement historique. On a eu nos trois petits épisodes un peu en dehors de la chronologie. Et puis là, on va re-rentrer fort de ce qui a été partagé dans ces 3 épisodes. Et on va voir qu'il y a beaucoup à dire sur l'accélération qui va suivre. Et ce qui se passe au XXe siècle, à la fois une accélération dans le côté un peu désastreux, mais aussi l'émergence de théories alternatives. Et je dis de théories, c'est-à-dire quelque chose qui peut être toujours mis en question, et notamment par les femmes. Merci Eric. À bientôt Thierry.